Imaginez un monde où les océans règnent en maître, dissimulant des îles mystérieuses et des civilisations riches de traditions millénaires. Eh bien, bienvenue dans l'univers de One Piece, un chef-d'œuvre d'Eiichiro Oda qui, après plus de 1000 chapitres et 27 ans d'écriture, continue de captiver et d'inspirer. Mais comment Oda parvient-il à créer un monde si vaste et cohérent qui tient les lecteurs en haleine depuis plus de 2 décennies? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets du world building de One Piece. One Piece wa jitsuzai suru. Eiichiro Oda a bâti un univers d'une richesse inégalée, où chaque détail est pensé pour enrichir l'histoire et pousser ses personnages à se surpasser. Alors là, vous allez sûrement penser que j'en fais des tonnes, mais cette vidéo est là pour le démontrer. Pour commencer, le monde de One Piece est structuré autour de mers divisées par des courants impénétrables et des îles mystérieuses. Chacun régi par des règles distinctes. Grand Line, une mer imprévisible qui sert de théâtre central pour la quête du One Piece, est un excellent exemple de la manière dont Oda utilise l'environnement pour façonner le parcours de ses personnages. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'Alabasta. Située dans un climat désertique aride, cette île est frappée par la sécheresse, des conditions qui dictent non seulement le mode de vie de ses habitants, mais aussi les défis que rencontrent les visiteurs. Les Mugiwara, en arrivant à Alabasta, sont immédiatement confrontés aux rigueurs du climat. La recherche de l'eau devient une quête en soi, mettant en évidence la lutte constante des habitants pour cette ressource précieuse. Et puis, la navigation dans le désert d'Alabasta oblige les personnages à adapter leurs méthodes habituelles, les forçant à compter sur des moyens de transport exclusifs à la faune locale, comme les F-Croco, les super canards ou encore le crabe déménageur. Cette adaptation à un mode de transport unique illustre l'ingéniosité des résidents face à un environnement hostile. Ces interactions avec la faune locale ajoutent de la richesse au cadre et démontrent comment l'environnement influe directement sur l'intrigue et la dynamique des personnages. Entre les différents moyens de transport qui leur permettent d'atteindre leur quête, la confrontation directe avec le climat de l'île qui va les ralentir, la rencontre avec les habitants qui non seulement enrichit le récit, donnant de la consistance à l'intrigue, mais permet également de comprendre leurs conditions de vie. Par ailleurs, la rencontre avec Toto remplira toutes ces cases et va jusqu'à jouer un rôle direct dans la chute de Crocodile. Dans les sables arides d'Alabasta, Crocodile draine l'espoir de la terre, orchestrant une guerre civile pour renverser le roi bien-aimé. En ce désert désolé, Toto creuse sans relâche. Sa quête de l'eau, cette ressource devenue presque mythique, est un acte de foi vers son roi et son peuple. L'eau que Toto trouve et partage avec Luffy devient cruciale lors du combat contre Crocodile. Transpercé, Luffy se retrouve au bord de la défaite. Mais la destruction de sa gourde laisse échapper l'eau de Toto, révélant sans le savoir la faiblesse de leur ennemi. Parce que l'eau en touchant Crocodile lui ôte sa protection sableuse et le rend tangible, permettant à Luffy de porter un coup et plus tard comprendre comment défaire son adversaire. Ici, la simple détermination d'un homme à soutenir son roi contre toutes les adversités se révèle être la clé de la défaite de Crocodile. Cette eau, objet de la convoitise de Crocodile pour briser l'esprit du peuple, symbolise la résilience d'Alabasta. Elle enseigne que même dans le désert le plus cruel, l'espoir et la justice, portés par la foi inébranlable d'un seul homme, peuvent renverser des montagnes de désespoir. Et c'est là qu'on comprend qu'avec une seule rencontre et un simple détail, Oda est capable de faire avancer son intrigue et justifier des retournements de situation majeurs, tissant des liens subtils entre les éléments apparemment mineurs et les thèmes centraux de son récit. En plus de son climat et sa faune, les traditions culturelles d'Alabasta, marquées par la loyauté envers la famille royale et la préservation de leurs poneglyphes, jouent un rôle crucial. Ces éléments culturels profondément enracinés influencent chacune des actions des personnages principaux et des antagonistes, ce qui permet d'enrichir l'histoire d'une dimension historique et morale. Reprenons le plan de Crocodile. En manipulant et en aggravant les tensions au sein d'Alabasta, il cherche à détruire la loyauté que le peuple porte à son roi. Son objectif ultime est de saper la structure sociale de l'île pour prendre le contrôle du royaume et son poneglyphe, un artefact ancien renfermant des informations sur l'arme antique Pluton. La révélation des motivations de Crocodile, qui cherche à exploiter les secrets du poneglyphe pour accéder à un pouvoir monumental, enrichit considérablement l'univers de One Piece. Ça introduit non seulement le premier poneglyphe vu dans la série, mais établit également les enjeux autour des armes antiques, élément clé dans la quête globale du pouvoir et de la liberté. Mais ce n'est pas tout. La complexité de cet univers n'est pas seulement géographique, mais aussi politique et sociale, comme je viens de vous le démontrer.
Mais cette fois, via le gouvernement mondial, les pirates, les révolutionnaires et d'autres forces en conflit constant. Chaque organisation possède sa propre structure, ses objectifs distincts et ses méthodes uniques, contribuant à un riche tissu de dynamique de pouvoir. Le gouvernement mondial, par exemple, s'appuie sur une hiérarchie rigide et un contrôle étroit, tandis que les équipages pirates varient de démocratie libre à des tyrannies absolues, chacun dirigé selon les caprices et les codes de leur capitaine. Les révolutionnaires luttent pour renverser l'ordre établi et introduire de nouvelles idées, souvent en opposition directe avec les lois et les normes du gouvernement mondial. Mais on en reviendra plus en détail plus tard dans la vidéo. Tout ça pour dire que cette diversité dans les structures organisationnelles enrichit les interactions et les confrontations, reflétant les complexités des luttes de pouvoir dans notre propre monde. Le world building de One Piece dépasse la simple mise en scène. Il s'agit d'une toile de fond dynamique qui évolue constamment et réagit aux actions des personnages, reflétant ainsi un thème central de la série, la liberté. La liberté est recherchée par tous les personnages principaux, que ce soit à travers la quête de Luffy pour devenir roi des pirates ou les aspirations personnelles de chaque membre de son équipage. Les règles du monde, comme les mystérieux pouvoirs des fruits du démon ou les mystiques capacités du Haki, ne sont pas de simples mécanismes de plot, comme on le verra plus tard dans cette série de vidéos. Elles sont intégrées dans la culture de l'histoire de cet univers, offrant à Oda la possibilité de jouer avec les limites de l'imagination et les lois de son monde pour défier et développer ses personnages. Ainsi, l'univers de One Piece est un exemple frappant de la façon dont un monde bien construit peut servir de fondation à une histoire captivante, tout en proposant une réflexion sur des thèmes profonds comme la justice, le pouvoir et surtout la nature de la liberté. Oda crée un monde où les limites sont faites pour être testées, où les rêves les plus fous peuvent se réaliser, encapsulant l'essence même de l'aventure et de la découverte. Plongeons maintenant au cœur du mystère qui définit le monde de One Piece, la structure même de ce monde. Divisé par des mers tumultueuses et des îles énigmatiques, semble conçu pour séparer et isoler les civilisations. Cette segmentation artificielle pose une question fondamentale. Est-ce une simple coïncidence géographique ou le résultat d'une manipulation ancienne destinée à contrôler ou limiter les interactions entre les différentes cultures? Au centre de ce mystère, nous trouvons le log pose, un instrument de navigation indispensable pour voyager à travers Grand Line. Cette mer capricieuse où les champs magnétiques fluctuants rendent la boussole traditionnelle inutile, représente un défi unique pour les navigateurs. Mais tout d'abord, comment fonctionne un log pose? Le log pose tire avantage des champs magnétiques uniques émis par chaque île de Grand Line. Ces champs sont influencés par des concentrations élevées de minéraux présents dans le sol de chaque île. En s'accrochant à ces signatures magnétiques, le log pose mémorise la direction de l'île suivante après une période de chargement qui varie d'une île à l'autre. En outre, le log pose enregistre les champs magnétiques d'une île pointant vers l'île suivante sur le trajet du navigateur jusqu'à l'île finale, l'île de Roadstar. Il existe par ailleurs 7 chemins possibles à partir de Rivers Mountain, convergeant à un seul, menant à Logtail. Enfin, c'est ce qui sera expliqué par Crocus, mais on verra plus tard que pour se rendre à Logtail, la tâche s'avère bien plus complexe. Et mine de rien, cette période de chargement ajoute une couche supplémentaire de stratégie et de suspense à l'aventure. Car les équipages doivent parfois attendre sur des îles dangereuses ou mystérieuses le temps que leur log pose se recalibre. Ça crée des opportunités pour des intrigues riches. Parce que si on y pense bien, c'est un excellent moyen de pousser chaque équipage à interagir avec les environnements locaux et leurs habitants. C'est une façon d'éviter que les pirates se contentent simplement de passer d'île en île pour se ravitailler et repartir. Ce mécanisme ajoute une dimension profonde à la narration, encourageant l'exploration et donnant du poids à chaque aventure. Même un pirate qui n'accorde initialement pas d'importance à ces interactions se retrouvera engagé dans les mystères locaux. Ces arrêts forcés permettent d'immerger les navigateurs dans les cultures et les secrets des îles qu'ils visitent, transformant chaque escale en une étape cruciale pour la découverte de vérités cachées. Ce simple détail du rechargement du log pose devient alors un élément clé non seulement pour la navigation, mais aussi pour tisser le réseau complexe d'informations qui guide les pirates dans leur quête. Cet aspect est devenu si intégré dans la dynamique du récit que l'on ne questionne souvent pas son impact profond sur la façon dont les pirates accumulent leurs connaissances et avancent dans leur quête de la vérité. En reliant les îles de manière si unique, le log pose souligne également le thème de la destinée et du chemin de la vie. Chaque direction prise, volontairement ou non, conduit les personnages vers de nouvelles rencontres et des nouveaux défis qui façonnent non seulement leur voyage, mais aussi leur développement personnel. Cependant, pour naviguer dans le nouveau monde, plus tumultueux et imprévisible, un simple log pose ne suffit plus. C'est là qu'intervient le tri-log pose.
introduit lors de l'arc Île des Hommes Poissons. Composé de 3 log-poses, cet instrument permet de choisir entre 3 destinations, chacune liée à la volatilité des champs magnétiques des îles qu'il pointe. Ce dispositif permet également de naviguer sans débarquer sur une île, puisqu'on peut suivre les variations des aiguilles pour décider de quel cap tenir. Si une aiguille bouge, on peut changer de cap pour la suivre, et ainsi de suite. Bon, maintenant que vous avez compris le principe pour naviguer d'île en île, on va démontrer son utilisation dans un milieu plus riche, une archipel. Pour ceux qui ne le savent pas, une archipel est un groupe d'îles proches les unes des autres. Alors je vous arrête tout de suite, non, j'ai pas de trilog-pose pour faire cette expérience dans la vraie vie. C'est malheureusement pas possible. Néanmoins, pour comprendre son fonctionnement dans ce type d'environnement, on peut trouver une réponse directement dans l'histoire. Si vous ne le saviez pas, Totland est une archipel avec différentes îles comme Whole Cake, l'île Cacao, l'île Bonbon, l'île Biscuit, etc., etc. Et comme vous avez pu le constater durant l'arc, les Mugiwara et l'équipage de Big Mom sont capables de naviguer dans ces mers sans avoir à accoster et laisser leur log-post se recharger pour se diriger d'une île vers l'autre. Comment sont-ils capables d'un tel miracle? On trouve la réponse dans le chapitre 828, où Pudding présente une carte détaillant un itinéraire vers Whole Cake Island, qui utilise le concept avancé du trilog-pose. Cette carte, cruciale pour la navigation dans l'archipel de Totland, montre non seulement l'itinéraire, mais aussi la complexité des champs magnétiques et des choix de navigation possibles sans nécessité d'accoster sur chaque île. Pudding utilise cette carte pour expliquer aux Mugiwara comment se diriger vers Whole Cake Island en suivant les variations des aiguilles du trilog-pose. Si une aiguille devient plus active, indiquant une intensification des champs magnétiques d'une île particulière, ils peuvent ajuster leur cap en conséquence. Cette méthode leur permet de naviguer à travers les îles dispersées en un réseau complexe, sans escale forcée, ce qui représente un avantage stratégique pour éviter des dangers ou des confrontations indésirables. La carte elle-même est très instructive. Elle montre des îles comme Candy, Nut, Jam et Cacao, reliées entre elles d'une manière qui semble répondre à un ordre logique dicté par le trilog-pose. Alors, reprenons le contenu de la carte. Ici, le trilog-pose avec ses 3 indicateurs numérotés de 1 à 3 orchestre la navigation. Sur cet exemple, pour voyager de Cacao à Jam, le log-pose numéroté 2 doit être suivi. Ensuite, pour passer de Jam à Cheese, il faut suivre l'indicateur 1. Et de Cheese à Biscuit, c'est à nouveau le 2 qui guide la route. Et ainsi de suite. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Et cet itinéraire, méticuleusement détaillé par Pudding, offre aux Mugiwara une voie navigable claire et directe vers Whole Cake Island, sans nécessité d'accoster sur chaque île intermédiaire. Cette stratégie de navigation, mise en lumière par Oda, révèle son talent pour concevoir un monde où la logique de déplacement est à la fois un challenge et une partie intégrante du récit. Le trilog-pose, en particulier, permet une navigation fluide et stratégique à travers une archipel dense, éliminant le besoin d'escale fréquent et permettant aux aventuriers de rester en mouvement constant. Cette méthode reflète une compréhension profonde de la dynamique maritime et met en valeur comment chaque élément du monde de One Piece est conçu pour enrichir l'expérience narrative et augmenter la tension dramatique des périples maritimes. Cette complexité accrue reflète les défis grandissants que les navigateurs doivent affronter dans cette seconde moitié de Grand Line, où des îles peuvent périodiquement perdre leur champ magnétique. Quand on fait attention aux détails, on comprend vite à quel point l'univers d'Oda est vaste tout en suivant une logique, et j'espère avoir été capable de vous le démontrer à travers cet exemple. Si c'est pas le cas, le reste de la vidéo est là pour ça. Et pour finir, l'Eternal Pose, qui offre une alternative fascinante. Ce dispositif, semblable à un sablier avec une seule orbe au milieu et une aiguille à l'intérieur, enregistre les ondes magnétiques d'une île spécifique de Grand Line. Contrairement au log pose, qui réinitialise ses directions au contact de nouvelles îles, l'Eternal Pose reste fixé sur une seule destination, peu importe les autres influences magnétiques rencontrées en route. Cette caractéristique le rend particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de retourner régulièrement à une île spécifique, comme les Marines ou les habitants permanents de certaines îles de Grand Line. La navigation n'est donc pas seulement un moyen de transport, mais une corde vitale qui relie des cultures et des peuples séparés par des barrières naturelles et artificielles insurmontables. Les différents océans, East Blue, West Blue, North Blue, South Blue, qu'on appellera les Blues pour la vidéo, et Grand Line, chacun avec ses propres défis et mystères, contribuent à la diversité et à la richesse du monde créé par Oda. Grand Line en particulier est une mer qui coupe le globe de l'est à l'ouest. Séparée des autres mers par Red Line,
une chaîne continentale qui s'étend du nord au sud. Cette configuration géographique unique crée une barrière quasi infranchissable, façonnant profondément la dynamique sociopolitique de cet univers. Par exemple, Calm Belt, des zones de mer où les courants et les vents sont absents. Également peuplées de créatures marines gigantesques et terrifiantes, rendent la navigation particulièrement périlleuse. Cette configuration isole efficacement les différents blues, empêchant les interactions régulières entre les diverses civilisations, cultivant des sociétés distinctes avec des histoires, des légendes et des conflits uniques. Ces barrières naturelles, ainsi que les obstacles artificiels comme les politiques du gouvernement mondial, jouent un rôle crucial en façonnant les interactions entre les différentes nations et cultures. Elles influencent non seulement la manière dont les peuples interagissent, mais aussi comment ils perçoivent les autres régions et civilisations, souvent avec méfiance et curiosité. La navigation devient donc une métaphore de la découverte et de la connexion, des thèmes récurrents qui traversent toute la série, reflétant la quête incessante de liberté et d'exploration de l'inconnu qui caractérise les aventures de Luffy et de son équipage. Pour mieux comprendre les subtilités de la navigation dans One Piece, je pense qu'il est essentiel de l'examiner en parallèle avec les méthodes de navigation traditionnelles de notre monde. Traditionnellement, les navigateurs se servent de la navigation visuelle en se référant à des repères physiques ou à des astres, de la boussole qui s'aligne avec le champ magnétique terrestre et des systèmes de latitude et longitude qui utilisent des grilles mathématiques pour localiser précisément n'importe quel point sur le globe. Ces méthodes, combinées avec des avancées comme la cartographie détaillée et les technologies avancées de navigation comme l'usage de sextants et de chronomètres marins, ont permis d'élargir les horizons géographiques et culturels. Cependant, dans le monde complexe de One Piece, ces techniques se révèlent largement inefficaces. Comme expliqué précédemment, Grand Line, avec ses champs magnétiques chaotiques et fluctuants, rend les boussoles traditionnelles inutilisables. Ça a donc conduit Oda à innover avec le log pose. Mais ce n'est pas le seul moyen de traverser les vastes mers de cet univers. En plus du log pose, les road poneglyphs offrent une méthode alternative de navigation, essentielle pour atteindre l'île ultime, Logtail. Ces stèles rouges, au nombre de 4, fournissent chacune des informations sur un emplacement géographique précis. Lorsqu'assemblées, elles révèlent l'emplacement de Logtail, lieu de repos du One Piece. Ce système de navigation est particulièrement distinctif, car il fusionne le mystère avec un riche héritage historique, demandant aux pirates de rassembler et d'interpréter des indices anciens éparpillés à travers le monde. Ces systèmes de navigation ne sont pas de simples éléments de l'intrigue. Ils symbolisent aussi l'importance de l'adaptation et de l'ingéniosité face à l'inconnu. Et des rêves comme celui de Nami, de cartographier le monde, devient tout à coup un défi de taille, une quête d'une complexité absolue, qui incarne parfaitement cet esprit d'exploration. Rendez-vous compte, dans un monde aussi fragmenté et mystérieux, où chaque île peut avoir des propriétés magnétiques qui changent, son projet prend une dimension presque épique. Rappelez-vous, pour recharger son log pose à Little Garden, il faut attendre 1 an. Donc 1 an avant de pouvoir continuer son voyage. Il existe également des îles qui émettent aucun champ magnétique, donc aucune boussole ne pointe vers elles. C'est le cas de Punk Hazard par exemple, ou tout simplement Logtail. Sans road poneglyph, il devient tout simplement impossible de cartographier le monde entier. Sans des conditions précises ou l'audace nécessaire pour s'opposer aux puissants du monde, ce rêve devient tout simplement impossible à réaliser. C'est en introduisant des éléments comme le log pose et les road poneglyphs qu'Oda enrichit le récit en faisant de la navigation un aspect crucial de l'histoire. Ainsi, dans One Piece, les zones de navigation telles que les Blue et Grand Line ne sont pas de simples cadres géographiques. Elles incarnent les divers stades de développement des personnages et les défis à surmonter pour réaliser leurs rêves. Chaque mer symbolise une phase distincte de leur évolution, façonnant leur parcours à travers des épreuves qui testent et renforcent leur détermination et leur cohésion. East Blue, par exemple, est le point de départ de l'aventure. Un espace relativement paisible qui sert de berceau pour les origines modestes de personnages tels que Luffy ou Zoro. C'est ici que les fondations de leurs rêves sont posées, et où chaque personnage commence à définir les contours de son identité et de ses aspirations. East Blue représente ainsi la jeunesse et l'innocence, la phase initiale du voyage où tout semble encore possible. En contrastant radicalement avec East Blue, Grand Line est la représentation de l'aventure ultime, où les enjeux sont élevés et les adversaires sont les plus redoutables. Cette mer, imprévisible, symbolise la maturité, un terrain de jeu pour les ambitions les plus audacieuses, où les rêves sont mis à l'épreuve. De cette façon, Grand Line est une allégorie du chemin de la vie,
parsemée d'obstacles et de rencontres qui poussent les personnages à se dépasser. Chaque zone, de North Blue à South Blue, contribue à un tissu narratif riche où chaque environnement reflète les thèmes de la liberté et de la conquête personnelle. Ces mers agissent comme des catalyseurs de croissance, où les personnages ne naviguent pas seulement à travers des eaux littérales, mais aussi à travers les eaux tumultueuses de leur propre développement. La navigation à travers ces zones diverses offre aux Mugiwara des leçons précieuses sur la persévérance, l'amitié et le pouvoir des convictions. Les défis qu'ils rencontrent dans chaque mer les façonnent, les préparent pour le jour où ils atteindront leur but ultime. Ainsi, la structure géographique de One Piece n'est pas juste un décor pour l'action. Elle est intrinsèquement liée à la croissance des personnages et à l'élaboration de l'intrigue, illustrant magnifiquement comment l'environnement peut servir de miroir aux aspirations et aux épreuves des protagonistes. Vous l'auriez compris, l'univers de One Piece est caractérisé par une complexité géographique qui influence profondément les narrations et la diversité culturelle des sociétés qui y résident. Les Blues servent de toile de fond à la première saga de l'aventure, chaque mer présentant ses propres défis, sa propre histoire et sa propre culture. De cette façon, des choses comme de simples œuvres littéraires peuvent rester méconnues au-delà des frontières de leur océan d'origine. Par exemple, au chapitre 227, Nami et Usopp, tous deux originaires d'East Blue, découvrent le livre Norland le Menteur et sont intrigués par son contenu. Sanji, venant de North Blue, connaît déjà ce livre, car il a été publié dans cette mer. La réaction de Nami, qui s'étonne de la connaissance de Sanji en disant « Tu connais ? Pourtant ça a été publié à North Blue », illustre parfaitement l'isolement entre les différentes mers du monde. Cet exemple nous révèle combien les habitants du monde sont isolés et souvent ignorants des événements extérieurs à leur propre mer. Avec ce simple détail, Oda nous fait clairement comprendre qu'il n'y a aucun lien direct entre les différents océans et que leur seul moyen de rester informé est le journal, rendant la manipulation d'informations extrêmement aisée. Et c'est d'autant plus frappant lorsque Sanji souligne le fait que bien que le livre Norland, le roi des menteurs, soit considéré comme un conte pour enfants, Norland a vraiment existé il y a longtemps. Ça montre combien il est facile dans ce monde de transformer le réel en fictif et de manipuler l'histoire. Les Blues encerclent Grand Line, une mer qui s'étire le long de l'équateur, séparée en son centre par Red Line, un continent vertical imposant qui divise le monde en deux hémisphères distincts. Red Line n'est pas simplement un obstacle physique immense, elle fonctionne également comme une frontière culturelle et politique majeure. Elle empêche le passage libre entre les différents océans, ce qui maintient les régions relativement isolées les unes des autres, permettant à des cultures uniques de prospérer en quasi-autonomie. Ce phénomène d'isolement a entraîné un foisonnement de diversité culturelle, chaque île développant ses propres normes sociales, pratiques gouvernementales et même espèces animales et végétales uniques adaptées à leur environnement spécifique. Vous pourriez naviguer d'une île peuplée de dinosaures à une autre où tout était tiré de manière surréaliste. Ou encore, vous pourriez accoster sur une île habitée par des babouins guerriers qui imitent les styles de combat de ceux qu'ils observent. Ce sont ces singularités extraordinaires qui rendent chaque nouvelle découverte non seulement possible, mais aussi inévitablement fascinante. Cet univers offre un terrain fertile pour explorer comment la géographie influence directement le développement des sociétés. Pour commencer, la segmentation du monde en îles isolées et par des mers tumultueuses et des divisions imposantes comme Red Line et Grand Line crée un environnement où des cultures distinctes peuvent se développer en parallèle, souvent sans aucune interaction pendant des siècles. L'exemple le plus frappant de ce phénomène apparaît au chapitre 228, où Cricket confie le journal de bord de Norland à Nami. En le lisant, elle découvre des récits datant de 400 ans. Norland y mentionne un navire marchand, sur lequel il a acheté un waver, et parle explicitement de l'île Céleste, confirmant ainsi son existence. Ces éléments sont cruciaux, car ils montrent que l'île Céleste n'a pas toujours été une légende moquée. Autrefois, on pouvait accéder facilement à cette île et un commerce existait entre la mer Bleue et Skypiea. Et comme mentionné précédemment, ces deux peuples n'ont eu aucune interaction pendant des siècles, ce qui a fini par reléguer Skypiea au rang de mythe. Mais comment ces lieux, autrefois étroitement liés, ont fini par perdre tout contact et interaction? La réponse n'est pas clairement définie dans le récit, mais quelques indices permettent de spéculer sur ce qui a pu se passer. Au chapitre 218, l'équipage découvre avec stupeur un galion tombé du ciel. En examinant un crâne trouvé sur le navire, Robin détecte des traces de trépanation, une technique chirurgicale ancienne. Elle en déduit que ce corps est celui d'une personne morte il y a 200 ans, emportée par la maladie. Ces détails sont curieux, car ils permettent à Robin de situer l'époque des passagers de ce navire et de déterminer son origine. Le navire, identifié comme le Saint Brice, provenait du royaume de Brice à South Blue et avait quitté son port attaché il y a 208 ans. En tant que navire d'exploration, il était sans aucun doute chargé d'informations précieuses.
Luffy découvre une carte de Skypiea. Poussé par cette découverte, il plonge pour explorer les débris du navire, où il trouve un vase avec des inscriptions anciennes, la carcasse d'un waver, une photo d'une jeune femme et les restes de ce qui semble être l'équipage. Un élément frappant ressort de cette exploration, des lances retrouvées un peu partout sur le navire, indiquant sans aucun doute que celui-ci avait été attaqué, son équipage décimé et qu'il avait erré dans le ciel pendant 200 ans avant de croiser la route des Mugiwara. Alors, que peut-on déduire de ces éléments ? Tout ce que je vais vous dire ici n'est que mon interprétation, mais il est connu qu'il y a 400 ans, une partie de l'île de Jaya a été propulsée dans le ciel. Les habitants du ciel, n'ayant jamais vu la terre, ont vu ça comme un miracle et ont décidé d'en faire la terre de Dieu. Kalgara, le chef des Shandia, a vaillamment combattu pour défendre sa patrie, mais a fini par mourir au combat, et leur terre fut colonisée. Cette bataille entre les Skypiens et les Shandia a duré 400 ans. Cet événement a rendu le voyage vers Skypiea périlleux, alors qu'auparavant, l'île céleste était accessible à tous. Méfiants envers les étrangers, ont probablement attaqué tous ceux qui tentaient de s'approcher de leur terre. Ça explique alors les lances trouvées sur le navire, une arme emblématique des Shandia. Et pour donner du poids à cette idée, au chapitre 237, à leur arrivée à Skypiea, les Mugiwara voient un navire se faire attaquer et couler au loin. Le responsable de cet acte, Wiper, un descendant direct de Kalgara, se dirige ensuite vers eux pour les confronter. Si mon interprétation est juste, c'est juste fou de se dire qu'un simple détail a pu changer radicalement le destin d'une île entière, la transformant en un mythe quasi oublié. La partie disparue de Jaya, autrefois un lieu vibrant de vie, n'est désormais plus qu'une légende perdue dans l'ombre du temps. Les routes historiques vers les îles célestes ont été effacées par les aléas de l'histoire, plongées dans un profond oubli. Toutefois, un éclat de vérité perce ce voile d'ignorance grâce à Ganfor, qui révèle qu'il est encore possible d'accéder aux îles célestes en gravissant le mont High West. Ce récit illustre combien le passé continue d'influencer le présent, révélant la manière dont l'isolement géographique a façonné les structures politiques complexes de cet univers. La variété des régimes politiques dans One Piece est un résultat direct de cet isolement géographique. Des îles comme Alabasta, avec ses rois traditionnels, coexistent avec des régimes plus autocratiques ou des gouvernances anarchiques sur d'autres îles. Et tous les 4 ans, ces gouverneurs, aux idéologies souvent diamétralement opposées, se réunissent pour la rêverie, une conférence de haut niveau destinée à discuter des questions majeures affectant leur monde. Ces réunions se tiennent généralement à Maréjoise, où rois et reines délibèrent sur des sujets brûlants. Les participants incluent des pays membres du gouvernement mondial, ainsi que des nations bénéficiant d'accords spéciaux, comme le royaume de Vodka, qui a obtenu le droit de participer grâce à la capture de Kaido par la marine. Le royaume du Germa, quant à lui, ancien membre du gouvernement mondial, a perdu le droit de participer à ces réunions suite aux événements de l'arc Whole Cake Island. Durant ces réunions, les conflits entre les chefs d'État peuvent parfois s'intensifier au point de menacer de déclencher des guerres, comme l'incident où Wapol a agressé Vivi. Cet incident aurait pu conduire à un conflit armé si Vivi n'avait pas caché sa douleur pour éviter le pire. Cependant, assister et s'engager dans la rêverie peut renforcer la confiance et les relations entre les nations, créant un forum essentiel pour la négociation et la coopération internationale. On a tendance à ne pas y prêter attention, mais les échanges culturels, lorsqu'ils surviennent, sont souvent le résultat d'intrusions par des pirates ou des explorateurs. Et c'est ces rencontres qui rompent souvent l'isolement de longue date et peuvent être vues comme des catalyseurs de changements majeurs, provoquant des arcs narratifs riches où les thèmes du conflit, de l'échange et de la compréhension mutuelle sont explorés. Ces interactions révèlent non seulement les divergences et les tensions entre les cultures, mais aussi les immenses opportunités d'apprentissage et d'enrichissement mutuel. Un exemple pour illustrer cette idée est la fièvre de l'arbre qui a frappé la tribu de Shandia sur Jaya il y a 400 ans. Confrontés à cette maladie mystérieuse, les Shandia, guidés par leurs croyances ancestrales, étaient convaincus qu'il s'agissait d'une malédiction divine, nécessitant le sacrifice d'une jeune femme à leur dieu serpent. L'intervention de Norland, un explorateur étranger, a radicalement changé la donne. Arrivant sur l'île au moment où le sacrifice était sur le point de s'accomplir, Norland a guéri un jeune infecté nommé Seto et a empêché le sacrifice en tuant le serpent. Après avoir surmonté plusieurs malentendus, il a révélé que la maladie pouvait être traitée avec un remède dérivé de l'arbre de Kona, contenant la substance connue sous le nom de conine. Grâce à son savoir médical, Norland a non seulement sauvé la vie de nombreux Shandia, mais a également enseigné à la tribu des méthodes de traitement de maladies basées sur des principes scientifiques plutôt que sur des croyances superstitieuses. En retour, le chef de la tribu, Kalgara, a révélé à Norland l'existence de la Cité d'Or, élargissant ainsi sa compréhension du monde et ses merveilles.
Toute cette histoire illustre comment les différentes cultures, lorsqu'elles sont confrontées avec respect et curiosité, peuvent conduire à un enrichissement mutuel, changeant le cours des vies et modifiant les perceptions de ce qui est considéré comme divin ou maudit. Cet échange de savoir et de croyances entre Norland et les Shandia démontre le potentiel de l'apprentissage interculturel pour surmonter les malentendus et enrichir les connaissances collectives. Les conditions environnementales uniques de chaque île, quant à elles, jouent un rôle crucial dans le façonnement des modes de vie et de l'économie locale. Je me rends compte que tout ce que je dis a l'air extrêmement compliqué, mais ça a un sens. Ça a un sens. Écoutez juste, écoutez. Dans le monde réel, l'environnement influence profondément les modes de vie et les économies locales, façonnant les activités et les ressources disponibles pour les communautés. On va prendre comme exemple les Inuits qui vivent en Antarctique. Vivant dans des conditions extrêmes, où les températures sont souvent en dessous de zéro et où les terres sont majoritairement gelées, les Inuits ont développé un mode de vie centré sur la chasse et la pêche. Les ressources naturelles comme le phoque, le morse et les poissons sont non seulement des sources vitales de nourriture, mais aussi des matériaux pour les vêtements, les outils et logements. L'utilisation de kayaks sont des compétences développées en réponse aux besoins de transport et de chasse dans des environnements glacés. Ces activités ne sont pas seulement pratiques, mais aussi des composants essentiels de la culture inuite, transmise de génération en génération. Bon, j'ai donné l'impression d'être sur National Geographic, mais ça a un sens. Et maintenant, on va transposer cette idée dans One Piece. Encore une fois, Skypiea illustre comment un environnement isolé peut conduire à un développement technologique unique et une culture distincte. La navigation vers et autour de Skypiea demande aux personnages d'adapter leur stratégie de navigation habituelle et de se confronter à des phénomènes météorologiques étranges, comme les Oceanimbus et les Ilonimbus, qui ne se trouvent nulle part ailleurs. L'environnement de Skypiea, avec ses règles et sa culture distincte, défie également les protagonistes de s'adapter socialement et culturellement, enrichissant leur compréhension du monde et de ses multiples facettes. Et c'est particulièrement évident à travers l'usage des dials, des dispositifs uniques à Skypiea. Ces coquillages spéciaux qui capturent et libèrent des forces naturelles comme le vent ou le feu sont intégrés dans la vie quotidienne des habitants de l'île, pour des usages variés comme allumer un feu ou propulser des wavers, des sortes de petits véhicules flottants propulsés par des dials. Les dials sont également utilisés pour enregistrer des sons ou créer des armes puissantes. Ça illustre comment une innovation locale peut complètement transformer les interactions et les stratégies des personnages. Cette adaptation à un environnement inédit avec ses propres technologies incarne la manière dont les voyages dans Grand Line élargissent les horizons des pirates, les confrontant à des merveilles inattendues. Red Line est bien plus qu'une simple barrière géographique colossale. Elle symbolise les divisions mondiales profondes, offrant une puissante métaphore des barrières qui séparent les sociétés et les cultures. Cette immense chaîne de montagnes ne se contente pas de diviser physiquement les océans. Elle reflète également les complexités des interactions humaines, incarnant les défis de la globalisation, de l'impérialisme et des luttes contre l'uniformité culturelle. Comme les frontières nationales dans notre monde, Red Line façonne des zones d'isolement qui permettent à des cultures uniques de se développer en vase clos, tout en étant le théâtre de conflits et de tensions. Cette isolation symbolise également l'impérialisme, où certaines zones exercent une influence disproportionnée sur d'autres, souvent sous couvert de civilisation ou de progrès. Cet impérialisme est illustré de manière poignante sur l'île natale de Luffy. Les habitants du royaume de Goa, qui contrôlent l'île entière, incarnent cette notion de domination et d'exclusion. Ils n'hésitent pas à sacrifier des vies pour préserver leur image de royaume le plus beau et le plus propre d'East Blue. Tout ce qui se trouve en dehors de leurs murs est perçu comme une impureté. Cette attitude illustre les prétentions impérialistes à apporter la civilisation ou le progrès tout en exerçant un contrôle oppressif et en excluant ceux qu'ils considèrent comme inférieurs ou impurs. Les actions des habitants du royaume de Goa reflètent les dangers et les contradictions de l'impérialisme, où l'apparence de progrès masque souvent une réalité de domination et d'injustice. En définitive, Red Line est bien plus qu'un simple élément géographique. Elle est une représentation riche et nuancée des barrières qui divisent notre propre monde. Elle permet à Oda d'explorer des thèmes de séparation, de contrôle et de résistance avec les dynamiques globales contemporaines. Chaque île, avec ses particularités géographiques et climatiques, devient un microcosme où se jouent des drames humains universels, reflétant la façon dont notre propre monde est façonné par ces géographies diverses. Maintenant que tout ça est dit, examinons comment les principaux acteurs politiques, le gouvernement mondial, les pirates et les révolutionnaires interagissent dans ce cadre structuré par des divisions aussi profondes. Tout d'abord, définissons les acteurs clés du monde de One Piece.
Le monde politique de One Piece est animé par une lutte continue entre le pouvoir, la liberté et la justice, où chaque organisation joue un rôle distinct dans la grande fresque narrative créée par Oda. Le gouvernement mondial se présente comme une puissance quasi omnipotente, contrôlant la majorité des îles et des mers à travers une structure rigide et souvent oppressive. Son influence est principalement exercée par la marine, qui agit comme son bras armé pour imposer la loi et l'ordre en mer. Les membres de la marine, notamment les amiraux, servent directement sous les ordres des Tenryubito. Ce rôle fait de la marine les exécuteurs directs des directives souvent draconiennes du gouvernement mondial, qui incluent la suppression des menaces perçues et le maintien d'une paix forcée. Le Cypher Pole est un autre groupe important du gouvernement mondial, un groupe d'agences d'espionnage connus pour leurs méthodes radicales telles que l'espionnage, l'assassinat et la manipulation politique. Cette structure est également impliquée dans des événements controversés comme l'extermination d'Ohara, révélant une volonté de censure et de contrôler l'information. Les pirates, souvent vus comme les principaux antagonistes des forces de la loi, ne sont pas uniquement malveillants et ne se conforment pas à une seule définition. Oda nous présente un spectre varié de pirates à travers des concepts comme les Morganirs et les Peacemen. Et là, vous allez probablement vous demander « Mais de quoi il parle ?» Introduit dans Romance Down, l'un de ses premiers travaux, les Morganirs représentent le côté sombre de la piraterie, attaquant les civils et semant le chaos pour leur propre gain. Les pirates tels que Bellamy ou Don Krieg entrent dans cette catégorie. En opposition, les Peacemans, incarnés par les pirates comme Monkey D. Luffy ou Goldie Roger, aspirent à une vie de liberté et d'aventure, cherchant non pas à dominer, mais à explorer et vivre librement selon leurs propres convictions. Cette dualité entre les Morganirs et les Peacemans établit une toile de fond pour la série, où la piraterie est autant une quête de liberté individuelle qu'une série d'actions moralement ambiguës. La philosophie de Luffy, centrale à cette dichotomie, définit la liberté comme la possibilité de vivre pleinement son aventure, de se nourrir à sa faim et de rire sans contrainte. Une antithèse parfaite aux ambitions destructrices de pirates comme Barbe Noire. Goldie Roger, le légendaire roi des pirates, ayant déclenché l'ère de la grande piraterie, non par désir de chaos, mais pour inspirer une nouvelle génération à chercher la vérité et la liberté derrière le One Piece. Lorsqu'il lancera la vague de piraterie, il cherchera avant tout un Peaceman, un pirate qui rayonnerait comme le soleil et qui serait capable de mener l'aube sur le monde. Un pirate dont les rires résonneraient sur les champs de bataille, un pirate à la détermination sans faille, un pirate pour lequel l'aboutissement de son rêve n'est pas la domination, mais la liberté. Roger attendait Joy Boy, Roger a eu comme réponse Monkey D. Luffy. Les révolutionnaires, sous la direction de Dragon, père de Luffy, se positionnent en adversaire direct du gouvernement mondial. Leur but est de renverser ce régime et de libérer les peuples opprimés. Une mission qui les met en conflit direct non seulement avec les forces gouvernementales, mais parfois aussi avec certains pirates. Leur lutte est moins visible au quotidien, mais est cruciale pour comprendre les enjeux politiques majeurs de l'univers de One Piece. Le récit est enrichi par l'interaction constante entre ces forces. Les actes de Luffy et de son équipage, souvent imprévisibles et audacieux, ont un impact significatif sur la dynamique entre ces organisations, parfois en déstabilisant le pouvoir de la marine ou en aidant indirectement les efforts des révolutionnaires. Ces dynamiques illustrent une toile interconnectée où les actions de chaque groupe peuvent déclencher des événements à grande échelle, soulignant l'interdépendance et la complexité des forces en jeu. Prenons l'exemple de Marineford. Cet événement majeur réunit ces trois grands groupes, chacun y jouant un rôle crucial. Les révolutionnaires, bien que présents de manière plus discrète, influencent malgré tout le déroulement des événements. L'arc Marineford marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Chaque acteur de cette guerre, de Luffy à Teach, en passant par Kobe et les révolutionnaires représentés par Ivankov, contribuent de manière déterminante à la nouvelle dynamique qui en résulte. La déclaration de Barbe Blanche, confirmant l'existence du One Piece devant tous ces groupes, relance une quête effrénée, démontrant une fois de plus l'interconnexion profonde entre eux. Cet événement, initialement déclenché par Teach, sans implication directe de Luffy ou des révolutionnaires, met en lumière la complexité des relations et des impacts entre les différentes forces en présence. Après avoir entendu ça, vous devez sûrement vous demander comment la marine, bras armé d'une politique oppressive, peut se prétendre servir la justice. Mais avant tout, qu'est-ce que réellement la justice ? Dans One Piece, la justice est un concept multiforme, interprété différemment selon les perspectives des divers groupes en conflit. Le gouvernement mondial, avec la marine comme exécutant principal, prétend maintenir la justice en préservant l'ordre et la stabilité. Cependant, cette justice est souvent teintée d'oppression et de contrôle, reflétant une approche autoritaire qui masque des ambitions plus sombres sous le voile de la légitimité. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que dans cet univers, la justice est définie par les vainqueurs d'une guerre séculaire, le gouvernement mondial.
Ils dictent ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l'est pas, basant leur définition de la justice sur leur propre perception et intérêt. En tant que vainqueurs, ils ont le pouvoir de normaliser des actes qui pourraient autrement être considérés comme moralement répréhensibles, tels que l'esclavage ou l'extermination de masse de civils pour préserver leur pouvoir. Ainsi, ce que le gouvernement mondial désigne sous le nom de la justice peut souvent s'éloigner des notions universelles de droit et d'équité, reflétant plutôt une volonté de maintenir un ordre qui les avantage. Cette perspective élargit considérablement notre compréhension des dynamiques de pouvoir et de justice dans One Piece, et souligne l'importance cruciale de questionner et de définir la justice au-delà des récits imposés par ceux au pouvoir. Les actions de la marine affectent profondément la vie quotidienne des citoyens ordinaires et des pirates. Traditionnellement, pour les citoyens, la marine est perçue comme une présence rassurante qui protège contre les dangers de la piraterie. Cependant, cette perception n'est pas toujours fondée sur la réalité. Par exemple, le village de Nami fut attaqué et gouverné par des pirates sous le nez de la marine, qui, bien qu'informé de la situation, n'a rien fait pour intervenir, en raison d'un accord corrompu passé entre Arlong et le capitaine de la marine, Nezumi. De la même façon, les Shichibukai, malgré leurs actes souvent répréhensibles, sont restés intouchables car protégés par leur affiliation directe au gouvernement mondial. Cette immunité leur permettait de commettre des actes qui auraient normalement dû les rendre responsables devant la justice. Les royaumes d'Alabasta et de Dressrosa ont particulièrement souffert de ce système, où des figures comme Crocodile et Doflamingo ont manipulé et terrorisé les populations locales avec l'impunité accordée par leur statut. C'est dans ce contexte que la rêverie, mentionnée précédemment dans la vidéo, prend tout son intérêt. Cobra d'Alabasta et Riku de Dressrosa, ayant tous deux souffert directement des abus permis par ce système, ont proposé aux autres souverains de l'abolir. Grâce à leurs efforts, le système de Shichibukai fut finalement dissous, réduisant ces intouchables au rang de simples pirates recherchés. Cette dualité entre la sécurité et la liberté illustre le clivage fondamental au sein de l'univers de One Piece, où les actions de la marine ne correspondent pas toujours à l'image idéalisée de protecteur, révélant les complexités et parfois les contradictions des forces en jeu. Les actions de Luffy et de son équipage, souvent en opposition directe avec les lois de la marine, posent une question importante. Quelle est la véritable justice ? En défiant les normes établies, Luffy incarne une forme de justice qui valorise la liberté individuelle, remettant en question les structures oppressives du gouvernement mondial. Un tournant décisif dans la perception de la justice dans le monde de One Piece se manifeste dès le chapitre 99. Alors que Buggy est sur le point d'exécuter Luffy, celui-ci esquisse un sourire, acceptant pleinement son destin. Ce moment rappelle à Smoker l'exécution de Goldie Roger et déclenche une série d'événements inattendus. Attendez, je vais vous expliquer ça. Intrigué et impressionné, Smoker se lance dans une poursuite qui le mène directement à Alabasta. À Alabasta, Smoker découvre la réalité du conflit interne aggravé par Crocodile. L'intervention de Luffy conduit à la chute de celui-ci, mais c'est l'intégrité de Smoker qui est mise à l'épreuve lorsque le QG de la marine lui propose de se créditer du succès de l'opération. Refusant d'accepter des honneurs qu'il ne mérite pas, Smoker insiste sur le fait que c'est Luffy et son équipage qui ont réellement sauvé Alabasta. Cette intégrité de Smoker et ses rapports avec l'amiral Fujitora, qui assiste aux conséquences des actions de Luffy à Dressrosa, alimentent un débat plus large sur l'efficacité de la morale du système de Shichibukai. Influencé par les révélations et les prises de position de Smoker, Fujitora devient un acteur clé dans les efforts pour réformer la marine et questionner sur les biens-fondés des Shichibukai. Le rôle de Luffy dans ces événements, bien que non prémédité, illustre une réalité captivante de l'univers de One Piece. Les actions individuelles, même les plus petites, peuvent déclencher des changements monumentaux. La simple résilience de Luffy devant sa mort a non seulement inspiré Smoker, mais a également mis en mouvement les rouages qui mèneraient à la dissolution finale des Shichibukai lors de la rêverie. Ce chaînon d'événements, initié par une simple action de Luffy au début de son aventure, souligne l'influence profonde et souvent imprévue des actions individuelles sur la trajectoire morale et politique de l'histoire, réaffirmant le pouvoir des individus dans la définition de la justice à une échelle globale. Alors que nous clôturons ce premier voyage à travers le monde vaste et complexe de One Piece, il est essentiel de reconnaître comment Oda ne se contente pas simplement de construire un décor pour ses aventures. Son univers est un reflet profond des thèmes universels de la liberté, de la justice et du pouvoir, offrant bien plus qu'une simple évasion, une fenêtre ouverte sur la condition humaine. À travers les océans tumultueux de Grand Line et les cultures isolées des Blues,
Chaque élément de ce monde joue un rôle crucial, non seulement dans la narration, mais aussi comme miroir des dynamiques sociétales de notre propre monde. En définitive, Oda nous invite à réfléchir sur la manière dont les barrières, qu'elles soient géographiques ou culturelles, façonnent nos sociétés et nos identités. Le monde de One Piece est une métaphore vibrante de notre propre univers, où les plus grandes découvertes se font en franchissant non seulement des océans, mais aussi les frontières de notre compréhension et de nos préjugés. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette longue vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un quelconque commentaire à faire, une réflexion, peu importe, les commentaires sont là pour ça. Je prendrai vos réflexions en considération pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous, ciao.